Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plénit Finance, le podcast grâce auquel vous allez apprendre à maîtriser votre argent pour accomplir vos projets. Nous rencontrons aujourd'hui Hélène, dont le parcours montre une magnifique capacité de résilience. Sa relation à l'argent a évolué tout au long de sa vie et un récent coaching budgétaire lui a ouvert de nouveaux horizons. Elle a aujourd'hui des projets pour les 50 prochaines années. Si, comme Hélène, vous êtes intéressé par un coaching budgétaire, rendez-vous sur le site www.plenit-finance.fr. Vous pourrez y réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire. Allez, il est temps de retrouver notre invité du jour. Bonjour Hélène. Bonjour Xavier. Un petit peu comme il est de tradition, je vais te demander de façon assez ouverte et très libre de te présenter. Oui, alors je m'appelle Hélène. Me présenter, alors qui je suis, je suis une femme métisse, français par le père et puis malgache par la mère. Donc deux cultures, c'est ça le métissage, c'est vraiment intéressant. Je suis curieuse, je suis intelligente, je le crois en tout cas. Je suis indépendante, voilà qui je suis. Je suis quelqu'un de souriant, très très sociable. J'aime faire la fête. Voilà ce qui me définit. Voilà. Sinon, j'ai un métier parce que la plupart du temps, les gens se présentent sous l'angle du métier. Oui. Mais je préfère me présenter moi sous l'angle de mes qualités et puis de ce qui fait que je suis moi. Je suis maman d'une fille unique, mais je suis aussi grand-mère de 3 petits-enfants. Félicitations. Et puis, je suis juriste et puis je suis aussi, à mes heures perdues, formatrice. Et puis encore, à d'autres heures perdues, coach en relooking. Coach en relooking, ok. C'est une activité toute naissante, débutante, super. mais voilà. C'est mon dernier challenge de cette année-là. Donc voilà, je suis tout ça. C'est beaucoup. Alors on va essayer de détricoter tout ça, que tu nous expliques comment tu as réussi à être tout ça à la fois. Peut-être Oui. que tu nous expliquer dans quel environnement tu as grandi, cet environnement métissé dont tu nous as parlé. Oui. Alors un environnement métissé, mais très français quand même, parce D'accord. que je suis née à Madagascar et je suis arrivée en France, j'avais 1 an. Donc j'ai vécu en fait toute mon enfance, enfin voilà, depuis l'âge d'1 an jusqu'à maintenant, je n'ai vécu qu'en France. Donc je n'ai de malgache que le côté de ma mère, mais c'est un côté plutôt un peu exotique, on va dire. Maman a apporté quelque chose dans mon éducation. Peut-être le côté très sociable, très à l'aise avec le corps, le côté un peu le côté un peu africain, c'est un peu physique, voilà. Maman elle m'a apporté ça et puis voilà. Et puis mon père par contre ça a été tout le côté éducation française. Alors j'ai eu une enfance vraiment très particulière dans le sens où j'ai grandi dans une famille où à l'époque on était communiste de père en fils. Ah. Donc grandir dans un monde ouvrier. Alors j'avais un père qui était contremaître chef dans une usine. Okay. Donc il était il encadrait toute une équipe d'ouvriers et d'ouvrières. Et puis c'était le patriarche. Vous voyez, c'était moi je suis d'une génération, je suis née en 1967, donc je suis une génération où en fait le père travaille et puis la mère est au foyer. Ouais. Voilà. Donc un papa patriarche qui dirigeait tout et puis une mère au foyer qui n'avait pas son mot à dire un peu. Et voilà, j'ai vécu là-dedans et surtout dans un milieu politique communiste, à savoir que le rapport à l'argent c'est mal. Voilà. Le capital, n'est-ce pas? Le capital, c'est une horreur. Les patrons, enfin, j'ai entendu tout un tas de. Moi, mon Noël, quand j'étais petite, c'était un Noël qui était rigolo parce qu'on chantait l'Internationale. C'est vrai que c'est assez original. Au lieu de chanter Petit Papa Noël, il y avait une grande réunion familiale parce que mon père était issu d'une famille avec des frères, sœurs, grand-père, mère, etc. Ils étaient tous communistes. Et donc, ils avaient toutes leurs cartes. L'époque de Georges Marchais, vous voyez, le communisme à l'ancienne, quoi. Et c'est pas, papa n'avait pas le portrait de Georges Marchais, mais c'était presque ça. Pas loin. Et donc, le capital, c'était mal. Les patrons, c'était le discours. Ce sont des gens malhonnêtes. Donc, l'argent, c'est sale. Vous voyez, j'ai grandi avec cette opinion que l'argent est sale. Et puis, le père était ce qu'il était, mais c'était pas quelqu'un de très fidèle.
Ah. Et j'étais l'aînée de cette famille de 4 enfants. Et du coup, il achetait mon silence parce que j'étais témoin de quelque chose. Et il achetait mon silence pour Ah que bon. je me taise et que je raconte pas à maman ce qu'il faisait ailleurs. D'accord. Donc ça a très tôt aussi donné une valeur de l'argent de j'achète les personnes. Vous voyez, c'est Ah non, mais quelque chose il de l'achetait vraiment? voilà. Il achetait mon silence. Ah oui, j'avais de Avec l'argent de des sous? poche. Ah oui, d'accord. Ah oui, Ah oui, oui, ah j'avais oui. de l'argent de poche. C'est incroyable. Ouais, pour ne pas que je dise à ma mère qu'il avait quelqu'un d'autre, quoi. Donc l'argent, ça peut servir. C'est sale, mais ça peut servir. Voilà, c'était dans le sens l'argent ouais, peut servir à acheter le silence de quelqu'un. Donc, Mmh. enfin, c'est comme ça que je l'ai Oui, pris perçu, en oui, tant oui. qu'enfant. Hein. Bien Hein, sûr, voilà, bien voilà. sûr. Donc j'avais ça. Autre expérience aussi que j'ai eue avec l'argent quand j'étais petite, c'est que de moi-même, je devais avoir l'âge de... Ça, c'est un souvenir très marquant de mon enfance. Je devais avoir l'âge de 11 ans à peu près. Donc on vivait à la campagne, hein, dans une maison parce qu'on a toujours vécu en ne manquant de rien. On avait un potager, on avait poulailler, on avait tout ça. Donc on n'a jamais manqué de rien à la maison et on était des enfants bien que étant à la tête d'une famille de 4 enfants. On était vraiment très heureux. Vous voyez, Ouais. voilà, on était très heureux. Et un été, mon père avait cette gentillesse vis-à-vis de ses trois enfants, parce que les derniers, il était encore trop petit. On avait un marchand de glace qui passait tous les jours dans la rue. Et donc, on avait droit, chacune, on était 3 filles, hein, Ouais. on avait droit à une glace par jour. Alors, c'était notre moment, hein, Bah, c'était j'imagine, un oui. truc super. Donc, mon père nous donnait 1 franc, à l'époque, c'était 1 franc. Il nous donnait 1 franc, puis on allait au marchand de glace, on était petites, on courait, puis on y allait, quoi. Et moi, je devais avoir l'âge de 10 ou 11 ans, et je me suis privée tout l'été Ah. de ma glace, pour garder mes 1 franc. Ah. D'accord? Tu avais un objectif, donc. J'avais un objectif qui était ce qu'il était, hein, parce que j'étais vraiment, voilà, c'est ma nature. Je voulais offrir un Noël à mes sœurs. Oh, Voilà. Je voulais faire un cadeau de Noël pour mes sœurs. magnifique. Donc mon père était interpellé. Il me dit mais pourquoi tu t'achètes pas de glace? Et mes sœurs, les saletés qu'elles étaient, parce que c'était des 2 petites sœurs qui étaient juste après moi, elles venaient manger En leur plus, devant glace toi. sous mon nez, Aïe, sous aïe, mon aïe. nez. Hein. Aïe, aïe. Et mon père me disait mais pourquoi tu t'infliges ça? Et donc j'avais dit à mon papa, à part de mes sœurs, mais c'est parce que je voudrais offrir un Noël, je voudrais faire le Père Noël cette année. Il avait trouvé ça très très beau. Ah bah oui, tu peux saler. Ah 6 oui, mois oui, avant, en c'était plus. louable. Eh ben oui, 6 mois avant, tu te rends compte, hein, tu te rends compte, hein. Donc, j'ai épargné, j'avais mis ça dans une tirelire, et puis j'avais surtout caché la tirelire que je croyais être cachée dans l'endroit qu'on ne pouvait découvrir. Sauf que ma peste de Catherine, sœur qui était juste après moi, avait découvert où j'avais mis mon pécule. Aïe. Et donc, elle a attendu, ils ont quand même attendu la fin de l'été, donc que le pécule soit fait, et elles m'ont volé. Oh, Elles c'est me pas l'ont vrai. volé. C'est pas vrai. Mais tu as su que c'était elle? Ben oui, fatalement, Ça parce pourrait être qu'elle. que ça ne pouvait être que mes sœurs, voilà. Et donc, j'étais en pleurs, ça m'a vraiment catastrophée. Et mon père me dit, mais pourquoi tu pleures? Et je lui dis, bah, mes sœurs m'ont volé. Et en plus, mes sœurs s'en sont vantées, quoi. Ah ouais. Elle connaissait pas le but de la tirelire? Non, elles connaissaient pas. Ah oui. Et donc, elles s'en sont vantées. Et alors, mon père, catastrophé, il dit, je vais réfléchir à la punition. Et puis à l'époque, tu sais, les punitions, c'était souvent, c'était Oui, on te oui. donnait une de ces claques. Enfin, je veux dire, c'était immédiat. Et Ouais. là, pour la première fois, mon père a dit, je vais réfléchir à une punition exemplaire. Le soir arrive, moment du repas. Alors là, je peux vous dire, avec 4 enfants à table, ça moufte pas. Hein, Ouais, mais le ouais. père qui est là, et il avait une manie, c'est qu'il donnait des coups de fourchette quand on n'était pas sage à table. Il donnait des coups de fourchette comme ça. Et là, grand silence. Alors mes sœurs, elles attendaient la punition depuis le matin, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Elles avaient très peur toutes les deux. Et puis mon père prend la parole, il me dit, Hélène, t'avais combien dans ta cagnotte? Je lui donne un chiffre. Il me dit, bon, j'ai réfléchi à la punition. Je te double le montant de ta cagnotte. Et il me donne l'argent. Il me dit, quant à tes sœurs, elles vont être privées pendant 1 mois de, je ne sais plus ce qu'elles devaient faire. Enfin, en tout cas, elles ont été privées. Ouais. Et elles vont écrire, je ne dois pas voler, je ne dois pas voler, je ne dois pas voler. Enfin bon, des lignes, à l'époque, c'était comme ça. Oui, oui. D'accord. Et donc, mes sœurs,
Elles étaient, mais estomaquées. Quoi? J'avais le double de ce que j'avais avant, tu vois. Donc, alors, j'aurais pu retenir le côté positif de la leçon, c'est-à-dire que j'ai doublé mon T'as doublé, capital, mais oui. non, moi, j'ai retenu que le côté vraiment trahison, parce que je me suis sentie trahie, hein, Bah, franchement. bien sûr, ouais. Donc, tu vois, la première épargne de ma vie, je devais avoir 11 ans, c'était dans un but louable, Bah oui, très et louable. ben, je me suis fait voler mon argent, quoi. Donc voilà, mes deux rapports à l'argent, ils ont été quand même assez viciés hein, quand j'étais petite. Hein. Le fait que tu achètes le silence de ton enfant pour cacher des choses, et puis cette première épargne de ma vie que j'ai tenté de faire et qui m'a été volée. Franchement, voilà. Deux Alors je me expériences dis, compliquées. voilà, deux expériences compliquées. Alors ça n'a pas été, ça a été quand même un fil conducteur. Je m'en suis rendu compte parce que vous savez, j'ai fait du coaching dans ma vie. Hein. Ouais. J'étais coachée dans ma vie, donc c'est pour ça que ça m'a permis de détricoter tout ça. Hein. En étant adulte, on réfléchit sur quels sont les événements qui ont été importants dans notre vie, qui ont pu dicter dans notre enfance les comportements qu'on a quand on est adulte. Et ça, voilà, Ça ça t'a m'a marqué. marqué. Et voilà, voilà. Voilà un peu mon rapport à l'argent quand j'étais enfant. Deux anecdotes, en effet, particulièrement oui, fondatrices, même si on n'est pas obligé d'y Oui. rester hein, attaché toute sa vie, c'est clair, mais Non, je bon, les ai dépassés. Hein. Je les ai dépassés. La preuve en est, c'est que j'ai pris du coaching budgétaire et puis que maintenant j'arrive à regarder les choses en face. Mais il faut dire que l'argent a été dans ma vie tout le temps une source de euh, alors pas de soucis parce qu'en fait l'argent, la manière dont je dépensais l'argent reflète un peu mon personnalité. Je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un de sociable, j'aime faire la fête, je suis assez épicurienne. Donc toute ma vie durant, j'ai énormément dépensé sans jamais épargner. Mais vraiment, d'accord, jamais. ok. Donc et je me suis même mise en situation à un moment donné de ma vie où j'étais adulte. Bon, j'ai eu deux mariages où... Alors déjà, oui, j'ai eu deux mariages. Donc un premier mariage avec un Français, puis un deuxième mariage avec un Africain. Ouais. Et l'un comme l'autre, au cours de ces mariages, j'ai pas eu l'occasion d'avoir cette éducation à l'épargne non plus. Oui, 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 oui. Ça aurait pu être aussi conduit par un conjoint qui aurait été beaucoup plus économe, etc. Non, pas du tout. Donc en fait, je suis tout le temps, tout le temps, toute ma vie restée à ne savoir jamais gérer mon argent et surtout à ne pas le regarder. J'avais cette tendance à Ouais, ne c'est jamais ça. faire mes comptes. Hein. Donc moi, l'argent, c'était voilà, ça circulait et c'était destiné à partir. Ouais, donc ça t'a apporté une satisfaction. Finalement, t'as pas eu tellement à t'en occuper. Tu devais en avoir assez Oui, à peu près pour faire ce que tu avais envie de faire. sauf que je me suis mise en danger quand Ah, même. Je me suis mise en danger dans ma vie en tant qu'adulte. J'ai eu une période où en fait, avec le père de ma fille, donc mon premier mari français, on avait acheté un appartement, on a fait un achat immobilier qu'on a revendu avec une belle plus-value. Et cette plus-value, je devais avoir l'âge de 30, entre 30 et 35 ans quand j'ai divorcé, parce que je me suis mariée très jeune. Cette plus-value, elle a fondu comme neige au soleil parce que ouais, dans j'ai les dépenses de claqué, tous les hein, jours. voilà. Voilà, ouais, ouais. Puis non, je me suis fait plaisir. Hein. J'ai fait des voyages, j'ai fait des choses comme ça. Donc oui. D'accord. Mais j'ai quand même souhaité réinvestir dans un achat immobilier. J'ai voulu en fait me prouver à moi-même que j'étais capable d'investir dans un achat immobilier. Mais ça a été un achat immobilier catastrophique parce que j'ai acheté dans de l'ancien avec travaux et là je me suis Ah oui, oui. enlisée parce que j'étais toute seule et que une femme seule, on a beau dire, hein, on a beau dire, mais une femme seule face à des corps de métier qui vous baladent entre le plombier, l'électricien, etc. Ça m'a coûté les yeux de la tête. Donc finalement, mon achat immobilier, mon premier achat immobilier à l'âge de 37 ans, je crois, même pas, s'est avéré être une catastrophe financière. Et c'était pour ta résidence principale? Pour ma résidence principale, ouais. Ouais. J'ai quand même pu revendre bien, Ah oui. sans déficit, mais avec tout juste ce qu'il fallait quoi pour recouvrir l'emprunt et c'est tout.
mais ça m'a vraiment créé des soucis de santé, même parce que je me suis fait opérer d'une sciatique à l'époque parce que j'avais trop de problèmes entre ce qu'on m'annonçait comme montant et puis ce qui était réellement à dépenser. Enfin bon, bref, je me suis retrouvée vraiment avec un achat immobilier très difficile à assumer. Et de l'achat immobilier d'une résidence, d'un appartement qui était très bien situé dans une banlieue chic de Paris, je me suis retrouvée en HLM dans une banlieue bien moins chic et très populaire. Donc la chute a été un peu dure. Ouais, je comprends. La chute a été un peu dure. Et mais je m'en suis sortie quand même. Voilà, je suis une battante, donc j'ai quand même réussi à m'en sortir. J'étais certes en HLM, mais au moins j'avais mon autonomie Oui, et oui, oui, oui. je n'avais plus de soucis de voilà. Et puis j'ai rencontré un autre homme, donc j'étais mariée avec un Africain. Et là, j'ai eu d'autres soucis financiers avec cet homme parce que je me suis aperçue qu'il avait fait des crédits à mon nom en imitant ma signature. Oula. Donc voilà, j'étais un petit peu, vous voyez, donc je suis pas restée très longtemps mariée avec cet homme-là. Alors ça n'a rien à voir avec la nationalité hein, ni sa culture. Hein. J'aurais pu tomber sur un Français qui aurait fait la même chose. Hein. Mais du coup, ça m'a mis dans une situation où en fait, je me suis trouvée en surendettement. Oui, donc c'est quand tu parlais de danger, c'est ça. Hein. C'était ça. Et donc, tu étais dans la procédure de surendettement à la Banque de Ah France? oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Je me suis trouvée dans une situation comme ça, chez Banque de France, et j'avais toujours mon emploi. Hein. En fait, j'étais quand même assez constante dans ma vie, c'est-à-dire que dans ma vie amoureuse, j'ai eu quelques tumultes parce que j'ai rencontré deux maris, mais voilà. Mais dans mon job, en revanche, j'ai eu une stabilité de ce côté-là parce que j'étais vraiment très fidèle à un employeur j'étais sous-payée, même très mal payée. Je n'en avais pas conscience, mais j'ai accédé au métier de mes rêves, qui était le métier de juriste, alors que je partais moi en tant que simple secrétaire assistante marketing. D'accord. Grâce à des études menées sur mon temps de travail, j'ai pu gravir des échelons au niveau diplôme. Je suis passée par un BTS et ensuite un Master 1 et Master 2 en droit des assurances, grâce à mon employeur qui avait financé cela. Donc du coup, j'ai accédé au métier de mes rêves, qui était le métier de juriste, Félicitations. mais tout en étant tout en vivant à un moment donné une période de surendettement. Et période de surendettement que j'ai cachée Ah oui. évidemment à tout mon entourage. Donc je ne montrais pas que j'avais des fois, on avait une cantine scolaire et il y avait des fois je pouvais pas mettre de l'argent sur ma carte de cantine. Hein. Donc j'ai vécu des moments vraiment très très durs, hein, très très durs. Cette angoisse d'avoir la CB qui passe pas quand tu vas faire tes courses, tu vois. Ce truc, voilà, Ouais. voilà. Donc c'était comme une épée de Damoclès et est arrivé le glas des 50 ans. Le glas, carrément. On va dire c'est le glas. Non, mais c'était pas un glas pour moi. C'était un cap. C'était un cap. Ça a été non, je retire le terme glas, mais ça a été un cap. Ça a été un réveil. Moi, mes 50 ans, j'ai très très bien vécu mes 50 ans. J'ai fait une méga fête avec Okay. ma famille, mes amis, ma famille et mes amis proches. J'ai fait une super fête, comme je les aime. Et pourquoi? Parce que si vous voulez, j'avais pris le contre-coup. Hein, la période du surendettement était passée. Hein, et comme j'effectuais à la fois le métier de juriste et aussi j'ai pris un second métier, celui de formatrice dans l'école qui m'a formée. D'accord. Donc l'école d'assurance qui m'a formée. Du coup, j'avais double revenu. Et j'ai connu une période après ce surendettement, connu une petite embellie financière. Et j'ai pu me payer, offrir à moi-même et à ma famille un très bel anniversaire à mes 50 ans. Et puis 50 ans, ça a été une sorte de réveil, vraiment, parce que je me suis offert à moi-même le plus beau cadeau de ma vie, un coaching de vie. Ah, formidable.
Et là, j'ai rencontré une coach extraordinaire, Catherine, qui est une amie, et pendant 6 mois, on a passé à la moulinette ma vie personnelle, les étapes que j'ai vécues, que je viens de vous résumer en si peu de temps, mais j'en ai connu bien d'autres. Je ne vous ai donné que le focus, l'aspect financier. Mais bon, j'ai eu d'autres aspects de ma vie que j'ai dû détricoter. Et ce coaching de vie, moi, je dis, il faut que les gens en prennent un au moins une fois dans leur vie s'ils veulent évoluer, parce que c'est quelque chose qui vous permet de, c'est comme si vous aviez un miroir. Parce que vous ne vous voyez pas, en fait, vous ne voyez pas ce que vous réalisez ou ce C'est que sûr. voilà. Donc, si vous avez un tiers qui n'est ni votre conjoint, ni quelqu'un de votre famille, surtout pas, hein, votre sœur, non, c'est pas votre sœur, c'est pas votre conjoint, c'est pas votre fille, c'est pas, voilà. Il faut que ce soit un tiers qui ne vous connaît pas, hein, et qui va utiliser, parce que c'est le métier, il faut aussi qu'il soit certifié. Enfin bon, moi j'ai quand même, il y a coach de vie et coach de vie, hein, faut le trouver son coach, d'accord. Moi j'ai prospecté, C'est la j'ai bonne fait, démarche. voilà, j'ai prospecté, j'ai pas été au premier qui se présentait. Et vraiment, j'ai eu un partenariat avec elle qui a été où elle m'a donné des exercices, des choses à faire, à réfléchir. Voilà, tu te donnes tel objectif, telle chose, etc. Tu me donneras ton exercice à telle date. Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. Il y a des gens qui n'aiment pas le côté scolaire, mais moi j'aimais bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à réaliser ce coaching budgétaire? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Mes 50 ans. Ouais, je me suis dit, mince, 50 ans, je vais faire quoi? Enfin, je dis, j'en suis à la moitié de ma vie. Je considère, hein, parce que bon, Je te le souhaite, pour ouais. moi, je me dis, je vais vivre 100 ans, mais bon, c'est dans ma tête, hein. Je dis, putain, je suis à la moitié. Enfin, je veux dire, c'est un symbole, 50, quoi. Je me dis, mince, j'arrive à 50 ans. D'abord, j'étais très contente de les avoir, très contente de les fêter. Je dis, mais je vais faire quoi de ma vie, quoi? Parce que en fait, j'étais enfin apaisée dans le sens où j'avais pas de problème ni financier. J'avais 2 boulots qui me plaisaient, le métier de juriste et puis le métier de formatrice en assurance. J'avais des élèves qui me renvoyaient l'image de quelqu'un de bien. En Ça aussi, plus, oui, c'était oui. bien parce que j'avais des élèves qui me disaient ah là, on aime bien être avec vous. J'étais jusqu'à être directrice de mémoire en licence, donc j'encadrais des élèves pour construire leur mémoire et je prenais du temps, certainement plus que d'autres formatrices ne le faisaient, donc avec eux, et vraiment je les ai aidés, je les ai inspirés. On m'a renvoyé cette image de vous nous avez inspirés. Renforcement Donc ça a positif. été vraiment voilà un renforcement positif de ma personnalité. Donc voilà, donc j'étais à un moment de ma vie où je me disais bon ben voilà, ça fait alors attendez, quand est-ce que j'ai commencé le métier de formatrice? Je sais que je l'avais déjà commencé à mes 20 ans d'ancienneté. C'est là où je me suis dit, il faut que je cherche autre chose. J'avais un envie d'ailleurs. Et en fait, en ayant 20 ans d'ancienneté, j'étais déjà considérée sur le marché de l'assurance comme senior. Et la France, pour ça, est en retard, hein. Enfin, en tout cas, à l'époque où je prospectais, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait comme débouché. Et en revanche, j'ai l'école qui m'avait formée, qui m'a dit que Hélène, si tu veux être formatrice, nous, on va t'apprendre. D'accord. Donc, à ce moment-là, je suis devenue formatrice. Donc, à mes 20 ans d'ancienneté, et c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic pour avoir un second métier. Et c'est surtout que aux 20 ans, tu sais, tu as la médaille du travail là, Première médaille du travail. première médaille du travail. Et quand j'ai vu les gens abîmés qui étaient autour de moi et À la remise qui des étaient, médailles? à la remise des médailles, je me suis dit mon Dieu, je vais pas être ça. Est-ce que je suis ça? Je me suis dit en moi-même, est-ce que je suis ça? Parce que je voyais des gens qui étaient vraiment à 20 ans, Ah, donc voilà, ça a très été aussi un des poussifs. déclencheurs. Ça aussi, hein, ça aussi, ça a été un Alors, déclencheur. qu'est-ce qu'il en est ressorti de ton coaching de vie? De mon coaching, eh ben, c'était fantastique parce que elle m'a dit non mais regardez tout ce que vous avez fait dans votre vie. Elle m'a dit je crois que vous ne voyez pas ce dont vous êtes capable. Elle a dit vous êtes d'abord très résiliente parce que faire 2 métiers c'est pas donné à tout le Ah, monde. c'est sûr. Parce que je faisais mes cours soit le week-end, soit les cours en semaine. Je prenais sur mes jours de congé. Ça veut dire que j'avais moins de congés que les autres, d'accord. Et puis elle me dit alors déjà ça, elle me dit puis vous avez élevé votre fille seule parce que bon le père de ma fille
lorsqu'on a divorcé et que qu'elle avait 12 ans, ben c'est moi qui l'ai gardée sous le bras, hein, ma fille. Parce que ma fille voulait plus aller chez son père, donc voilà, j'ai élevé ma fille seule. Enfin, elle m'a montré vraiment des aspects de moi que personne ne Mis en avant, quoi. n'avait mis en avant. Parce que j'ai eu aussi des compagnons qui me rabaissaient la plupart du temps, hein, parce qu'il faut le dire. Hein. Donc du coup, j'avais vraiment une très très mauvaise image de moi qui a été redorée par ce coaching. Super. Et j'ai pu enfin me voir telle que j'étais et la puissance que je dégage parce que je suis quelqu'un d'assez solaire et j'en ai conscience maintenant. Donc voilà, j'en ai conscience et je sais ce pourquoi je suis un petit peu à part. J'ai pas un caractère, j'ai pas le caractère de tout le monde. Quoi. Alors c'est vrai qu'Hélène, moi j'ai de la chance parce que j'ai l'image. Hein. Les auditeurs, bien sûr, n'auront que le son, mais moi je te vois, bien sûr, et je peux confirmer tout ça. Alors qu'est-ce que tu as décidé de faire des 50 prochaines années de ta vie, au moment de tes 50 ans? Alors déjà j'ai l'objectif de retraite hein, qui est à 10 ans. Hein. Donc j'ai un objectif là, j'ai 55 ans actuellement. Donc j'ai un objectif de retraite à 65 parce que comme je travaille au Luxembourg, j'ai cette particularité là. D'ailleurs, tiens, voilà, ça a été pour vous dire un petit peu aussi le côté argent, l'évolution dans l'argent. D'abord, c'était il y a 4 ans, j'ai décidé de quitter mon employeur à l'âge de 52 ans. C'est vrai que c'est fort. 52 ans, fallait le faire. Hein. J'ai décidé de quitter mon employeur. Pourquoi J'avais tout simplement une raison, c'était que j'avais 27 ans d'ancienneté auprès du même employeur. 27 ans d'ancienneté ou de service en service, je suis devenue l'amie des gens avec qui Oui, j'étais. oui. Donc j'ai participé à des mariages, des baptêmes, des nanana. Donc j'ai été toute ma vie une salariée dévouée, vraiment. J'avais ce pan de ma vie qui était stable, c'était le pan professionnel. Et au bout de quand tout allait bien, c'est-à-dire ma fille n'était plus à mon domicile, elle avait pris son envol assez tôt. Elle a été maman très jeune, à l'âge de 18 ans. Donc voilà, quand tout allait bien, qu'elle avait pris son foyer, qu'elle était avec quelqu'un, voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je commençais à m'ennuyer. Ce qu'on appelle le boring, je sais plus comment on dit en anglais, mais je pense que c'est ça. Le bore out, voilà, le bore out. Moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que n'en déplaise à mes amis qui étaient autour de moi, je les adore, hein, mais je m'ennuyais même avec mes amis. Je m'ennuyais. Ah non, mais vraiment, j'avais besoin de renouvellement. Quoi. Ouais, il J'avais fallait du besoin changement. d'un challenge. Il me fallait du changement. Et alors, là où j'ai surpris tout le monde, c'est mon employeur, parce que on pensait que je faisais partie des meubles, mais vraiment. 27 ans d'ancienneté, vous imaginez. Et 52 ans, encore plus. Moi, j'ai bluffé tout le monde, j'ai surpris tout le monde. Ma famille en premier, parce que ma fille, mes mères, mes parents, enfin mes sœurs, tout ça, ils s'attendaient pas à ça. J'ai fait ça dans le plus grand secret, grâce au Ah coaching oui, de vie. oui. Hein. Grâce au coaching de vie, quelque part, c'est pas elle qui m'a dit il faut que tu changes. Non, c'est ma vision de moi-même et ma vision de mon entourage qui a fait que voilà, j'en ai eu cette conclusion là. Et pourquoi tu l'as fait dans le secret? Je l'ai fait dans le secret parce que ma coach de vie m'avait dit, Hélène, si tu fais quelque chose pour toi, n'en parle pas. Parce que la plupart du temps, les gens autour de toi vont projeter leur propre peur. Ils vont te saper ton projet. Donc c'était pour rester bien déterminé et focus sur ton objectif. Ok. Voilà. Et mon objectif était de quitter cet employeur, mais pas spécialement de partir à l'étranger. Je cherchais un autre emploi à 52 ans. Donc j'ai prospecté et est arrivé un cabinet de recrutement du Luxembourg. J'en ai eu 2 successivement à 3 mois d'intervalle. Alors le premier j'ai refusé parce que je me suis dit le Luxembourg, je vois pas. C'était exotique et puis pour moi c'était trop loin. Le premier j'ai refusé. J'étais en France, en région parisienne. Et puis le deuxième cabinet de recrutement qui est venu, là cette fois était excellent parce qu'il a une approche psychologique. Il a vraiment attisé ma curiosité et il m'a montré tous les avantages de travailler au Luxembourg.
Et là, je me suis dit, bah pourquoi pas. En plus, c'était pour faire le métier de juriste chez un banque assureur, comme je l'étais déjà chez un banque assureur. Mais je me suis dit, peut-être qu'en étant dans un pays différent, je vais vivre autre chose. Donc, c'était vraiment cette motivation-là. Je suis allée aux entretiens et contre toute attente, franchement, j'y suis allée vraiment cool, hein, en me disant bon, je tente et puis on verra. Ça sera une expérience, voilà. Voilà, ça sera une expérience. On m'a payé le billet de TGV, donc je me suis dit bon, c'est tout bénef. J'ai passé un week-end au Luxembourg, ça tombait bien. Et moi qui avais tout caché à ma famille, hein, à tout le monde, hein, j'étais dans le TGV quand ma fille m'appelle. Et ma fille, je discutais avec elle, elle me dit t'es où? Je dis bah je suis, hein, et j'ai l'annonce du TGV Mince, grillé. grillée. Elle me dit mais t'es où là? Je dis oh mais Luxembourg. Quoi? Voilà. Donc c'est comme ça qu'elle a découvert. Donc voilà. Bon, ça s'est bien passé, l'entretien s'est bien passé. J'ai eu 3 mois pour donner ma démission. À 52 ans, j'ai donné ma démission. J'ai fait une belle lettre de démission. Et je suis partie. Mais il y a plein de gens qui se sont dit oh là là, à ton âge, comment ça se fait? Une fois que je l'ai dit, hein. Oui, là, tu as entendu tout ce que tu aurais pu attendre en amont. J'ai entendu tout ce que j'aurais pu entendre en amont. Donc, je m'y étais préparée. J'avais ma coach qui m'avait déjà bien préparée, donc je le savais. Et puis, quand j'ai dit j'ai quitté la France, j'ai tout quitté, c'est-à-dire mon appartement, j'étais qu'en location, hein, mais j'ai tout revendu, tout donné. Enfin voilà, je repartais de zéro, quoi. Voilà, c'était ma volonté. Et je suis arrivée au Luxembourg, j'ai loué. Un meublé et puis j'ai eu un nouveau travail, de nouvelles personnes, du nouveau droit à Oui. apprendre, donc c'était excitant, le droit du Luxembourg, un univers financier tout à fait waouh, tout à fait à l'opposé de l'univers de l'assurance pépère et tranquille de la France. Donc c'est vraiment un univers boursier. C'est une clientèle wealth, c'est du wealth management, donc clientèle très 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 fortunée, donc à des niveaux de placement financier incroyables, vraiment incroyables. Donc un univers complètement différent. Ok. Et j'y suis encore, je travaille toujours dans ce milieu-là. Félicitations, c'est vrai que c'est à 52 ans, pas évident ce genre de remise en question, changer d'employeur, Ah changer de ouais. pays, reapprendre une nouvelle réglementation, hein, c'est clair que Ouais, voilà. c'est costaud. C'est costaud. Et t'es toujours formatrice par ailleurs? Alors j'ai continué en tant que grâce au Covid en tant que formatrice à distance. J'ai continué, mais là j'ai arrêté. Ça fait depuis 1 an, j'ai arrêté. Je me dis ça aussi, ça fait plus de 8 ans que j'ai été formatrice, donc voilà, je passe à autre chose là maintenant. Je passe à autre chose. Alors, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, Hélène, le coaching budgétaire, on l'a effleuré. Est-ce que tu peux nous dire Oui. pour quelles raisons tu y as eu recours? Alors justement, vous allez voir que c'est assez surprenant parce qu'il y a des gens qui font peut-être le coaching à un moment où ça va mal. Moi, c'est au moment où ça allait bien. En fait, le fait d'être passé d'un salaire français à un salaire luxembourgeois, je peux vous dire que j'ai doublé mon salaire. Donc, c'est pour vous dire que, alors je sais pas si des gens vont m'écouter, mais alors, venez travailler au Luxembourg, hein, je vous assure. Les salaires sont mirobolants. Un peu comme en Suisse, Oui, oui. vous voyez, quand les Français sont frontaliers, bon là, et ben voilà, c'est un peu ça. Et donc j'ai presque doublé, j'exagère pas quand même. J'ai presque doublé mon salaire et je me suis dit, Hélène, il faut pas que tu recommences ta bêtise de dépenser sans compter. Parce que là, je recommençais, étant donné que j'avais cette manne financière nouvelle, je recommençais à, voilà, Tu as augmenté ton train de vie. voilà, j'augmentais mon train de vie et là je me suis dit ne refais pas cette bêtise-là. Il faut maintenant que tu saches épargner, capitaliser dans l'objectif d'un jour faire un achat immobilier et cette fois tu feras un achat immobilier clean quoi, tu vois, bien, voilà, qui sera voilà. Oui, 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 oui. Plus simple que le précédent. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu Plénic Finance et que voilà, je suis très contente. Ça fait 3 ans, ça fait presque 4 ans maintenant, hein, puisque je suis arrivée en 2019. Ouais, 2019, j'ai commencé mon coaching peut-être. Est-ce que c'était pas en 2020? C'était pendant la période du Covid peut-être. Je
Je me rappelle plus. Ben, ça fait 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans. Donc c'était période Covid. Donc j'ai commencé ça avec eux parce qu'en fait ma coach de vie, je l'ai contactée. Hein, je lui ai dit, tu sais, j'ai un pan de ma vie que je voudrais améliorer, c'est le côté financier. Et elle a décliné. Elle me dit, c'est pas de mon ressort. Elle s'est déclarée Voilà. incompétente et donc tu Ah oui, t'es oui, oui. dirigée vers des Ah oui. spécialistes. Et c'est en cela que je lui en sais gré parce qu'elle aurait pu me dire oui, bah je vais non, mais c'était pas son métier, c'était pas son truc. Donc et donc je me suis dit bon bah il faut que je prenne quelqu'un qui soit formé là-dedans et j'ai trouvé ça. Et et je suis avec le même coach qui est presque un ami parce que ça fait trois ans qu'il Oui. examine à la loupe mes comptes et avec qui je discute, ben forcément on échange, hein, et Christophe il est vraiment fantastique. Et lorsque m'a appris le coaching budgétaire, ça a été de regarder enfin en face mon argent, regarder mes comptes, comment je dépense, quels sont les postes. Alors maintenant je me connais bien, hein, mais quels sont les postes que j'ai tendance Faire exploser. à faire exploser. Et surtout, ça m'a appris le fait d'anticiper, de projeter, de faire des projets, de se dire bah tiens, j'ai tel projet. Alors la première réussite de ce coaching, c'est mon achat immobilier que j'ai réalisé là cette année, en mars de cette année. Que tu as concrétisé. D'accord. Que j'ai concrétisé. J'ai commencé à épargner en 2020. Et grâce à cette épargne que j'ai mise de côté, ça a pu constituer mon apport pour mon achat immobilier que j'ai concrétisé là en France à la frontière du Luxembourg. Et là ça a été la première réussite. Voilà. Ça c'est une grande réussite. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Enfin, en termes de dépenses, tu as des postes vraiment sur lesquels tu as coupé, d'autres où tu as changé de comportement? Oui. J'avais tendance à aller souvent au restaurant, par exemple. Hein. J'avais cette tendance-là hein, quand j'étais au Luxembourg, j'habitais. Ouais. J'avais cette tendance à beaucoup aller au restaurant. Et finalement, je me dis, c'est de l'argent qui part dans des choses futiles, quoi. Donc, et puis j'ai connu aussi tout ce qui était Uber Eats. Ah oui. C'est comme je suis célibataire, je travaille énormément. Le soir, je rentre, je suis crevée. Uber Eats. C'est pratique. Donc ce poste-là, il a été maîtrisé. Voilà. Il a été maîtrisé parce que j'ai pris aussi un engagement vis-à-vis de moi-même, c'est de mieux me nourrir. Donc il y a aussi c'est tout un tas de démarches. En fait, ça fait cascade. Vous gérez bien votre budget, mais après il y a d'autres conséquences dans votre propre vie. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté le fait de créer. Alors ça, c'est quelque chose qui était nouveau pour moi, savoir créer des projets. Oui. Avoir des projets et mettre de l'argent pour ces projets. Alors, projet achat. Alors après l'achat immobilier, j'ai un projet achat de voiture. Voilà. Donc j'ai un projet alors qui me tient à cœur et qui est tout nouveau, achat immobilier à Madagascar parce que je voudrais y passer ma retraite. Ah bon? Hein? Oui. Ça, c'est une retraite ensoleillée. J'ai mon terrain là-bas. Il faut que je fasse construire. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, j'ai 55 ans. J'ai réussi à obtenir un crédit à cet âge-là. Je vous dis pas la période d'angoisse que j'ai vécue parce que ça a été énorme. C'était pas simple. Bon, j'ai réussi à avoir mon emprunt immobilier, mais là, je sais que ma banque me prêtera pas un second. Donc, il va falloir que je le finance par moi-même. Vous voyez. Donc là, c'est ça y est. Avec Christophe, on a budgété ça, projet achat immobilier. Donc je me suis renseignée sur le coût d'un achat immobilier à Madagascar et donc on est en train de prévoir ça. Voilà. Ça t'ouvre des portes. C'est ça en fait. Ouais, ça m'ouvre des portes. Et est-ce que du coup, dans ton quotidien, dans tes dépenses au jour le jour, tu dépenses un petit peu plus en conscience, je dirais, en te disant bon, finalement, c'est ce que j'en ai vraiment besoin, ou est-ce que je préfère garder les 20 € que je dépense pas là pour mon projet immobilier à Madagascar, par exemple? Oui. Alors, ça, le coaching budgétaire aussi m'a apporté ça, c'est de pouvoir arbitrer des choses. C'est-à-dire que comme je me contrains en fait à faire mes comptes, ce que je ne faisais jamais avant. Hein. Maintenant, en fait, mon coaching, au départ, il était intense avec plusieurs rendez-vous, et maintenant, il est plus light. Je n'ai qu'un rendez-vous en milieu de mois et un rendez-vous pour la clôture. D'accord? Donc, j'ai 2 rendez-vous. Donc, je fais mon premier PDC, enfin, mon premier point de contrôle de moi-même, toute seule.
Voilà. Et ça me permet, quand je fais mon budget pour le mois en cours, enfin, on le fait en fin de mois pour le mois suivant, ça me permet d'arbitrer quand je vois, ah, tiens, là, j'ai dépensé un peu trop sur ce poste-là, c'était pas prévu. Donc, qu'est-ce que je peux réduire? Sur quel autre poste je peux réduire? Et c'est vrai que Christophe m'a dit que j'étais habile à pouvoir faire ce type d'arbitrage parce que finalement, ce qui me plaît le plus, eh bien, j'arrive à continuer, à me faire plaisir tout en réduisant sur d'autres postes. Voilà. Donc là, j'ai atteint une facilité de gestion, voilà, d'équilibrage, on va dire. Ouais, je comprends. J'ai aussi réduit mes coûts sur des charges fixes qui étaient invisibles. J'avais des prélèvements de trucs dont on se souvient même plus, des assurances, mais vraiment, mais des trucs débiles d'assurance prévoyance que j'en avais je sais plus combien. Ouais, Enfin, j'ai fait des réductions de prélèvements. J'avais des 6 euros, des 8 euros, par-ci par-là. Vous voyez, des petites choses comme ça qu'on voit pas. T'as rationalisé tout ça, ouais. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore bon, mis en place des projets, des budgets pour ça. Et puis la gestion débit-crédit. Alors moi j'ai mis du temps. J'ai pas du tout de notion comptable. J'ai mis énormément de temps à comprendre les écritures. Hein. Donc maintenant c'est bon. Oui, il faut s'y habituer. Et je sens, alors pourquoi je continue alors que je suis en situation sereine, j'ai atteint mon objectif d'achat immobilier, je continue mon coaching et j'ai dit à Christophe, ça sera à vie. Il est content quand je lui dis ça, mais j'imagine. C'est qu'en fait, je voudrais faire prendre conscience aux gens que quand à 52 ans passés, ben vous prenez l'initiative de prendre un coaching budgétaire, ça veut dire que pendant 52 ans, je n'ai pas eu d'éducation, je n'ai pas là. Donc plus le temps est long de votre mauvaise habitude et plus le temps d'une nouvelle habitude et est compliqué à mettre en place. Donc il y a des mécanismes dans la tête qui doivent se mettre en place. Donc je sais pas, moi c'est comme un alcoolique qui a bu pendant 20 ans. Pour se déshabituer de cette habitude-là, il lui faudra un certain temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, bien sûr, ouais, complètement. Pour moi, j'ai besoin, en tout cas, je me sens pas capable de ne pas avoir de rendez-vous avec mon ami Christophe, parce que Christophe t'aide à ne pas replonger. Exactement. Moi, c'est la carotte un peu, c'est le challenge. Bon, c'est formidable. Et donc, tu dirais que finalement, ce coaching te rapporte plus qu'il ne te coûte. Exactement. Pour moi, c'est un investissement. C'est un investissement sur moi. Quand je vois ce qu'il m'a permis de faire, je suis contente. C'était le projet d'une vie, c'était de faire un achat immobilier à plus de 55 ans. Plus de 50 ans, c'est quand même, c'était pas facile. Et en plus, vous avez des connexions avec plein des courtiers, etc. Donc j'ai pu bénéficier de conseils de la part de gens qui sont dans le métier aussi de l'IMO. Franchement, très bien, topissime. Bon, écoute, merci pour ce retour d'expérience. Tu as pu le recommander à des proches, le coaching budgétaire ? Curieusement, c'est étonnant, mais c'est pas quelque chose que je partage facilement. D'accord. Parce que j'ai peut-être encore cette culture de l'argent un peu tabou. Ouais. Alors si, je l'ai déjà dit à une personne qui me disait qu'elle avait du mal à gérer son budget. Une personne que je sens dans la difficulté, je lui dis. Mais je suis pas de celle qui va dire moi je fais un coaching budgétaire, voilà, je vais pas l'étaler. Non. C'est pas quelque chose que je dis. Alors, j'ai entendu le témoignage d'Alexia, là, le dernier que vous aviez, qui était vraiment très intéressant parce que elle, au contraire, elle le dit à tout le monde. Mais moi, je me suis dit, moi, pas du tout, parce que je me dis, chacun a son vécu. Hein. Ah, mais on le vit tous différemment, c'est assez intime aussi. Oui. Alors, Hélène, j'aimerais qu'on revienne sur un point indépendant de tous les aspects budgétaires et financiers, enfin, a priori indépendant, mais à savoir, qui concerne ta relation à Madagascar. Tu peux nous expliquer, donc tu as passé ta première année là-bas, tu souhaites y passer ta retraite. Entre les deux, tu es déjà revenu, tu y vas régulièrement, pas du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer
ta relation avec ce pays? Avec ce pays, alors, c'est une île merveilleuse, hein, Madagascar, que j'ai connue sur le tard, parce que j'ai ma grand-mère qui est restée là-bas, et puis un oncle, parce que ma maman, c'est exceptionnel, mais ma mère a été fille unique et elle a eu un demi-frère. Donc c'est assez exceptionnel parce que les familles généralement à Madagascar sont très grandes, mais elle n'a pas une grande famille. Et moi, ce que je voulais, c'était une période de ma vie où j'ai eu une embellie financière. Je suis retournée sur Madagascar pour connaître ma grand-mère. Donc j'ai eu D'accord. cette chance d'avoir connu ma grand-mère, une femme impressionnante, petite. C'est un personnage, hein, un caractère pas facile. Euh, Elle a la peau très claire, métissée, les yeux verts, étonnamment verts, surprenante de beauté, et une femme qui était très respectée dans son village. Vous savez, à Madagascar, c'est une tradition très orale, Tout à fait. et les anciens sont vénérés. Donc, elle, c'était la doyenne de son village. Un village vraiment dans la brousse, hein, ils vivent dans des cases, sans électricité et sans eau courante, donc ils vont encore chercher l'eau au puits à l'époque où je l'ai découverte. C'était en 2013. Et donc voilà, c'est une femme qui était très respectée, qui avait une aura de chef. Donc j'ai eu cette chance de revoir ma grand-mère et de connaître aussi, de revoir la ville de Diego Suarez qui est dans le nord, en Tirana, qui est dans le nord, qui est un grand port où mon père, qui était marin à l'époque français, dans la marine française, a connu ma mère. Et je suis née à Diego Suarez, donc je suis allée voir aussi l'endroit où je suis née, la maternité. Voilà, c'était un pèlerinage, vraiment un retour aux sources. Et curieusement, de n'y avoir vécu qu'un an, ça m'a fait énorme. C'est comme si en fait je retrouvais des odeurs, des choses en tout cas. J'ai eu un très bon contact avec Madagascar. Et puis j'y suis allée 2 fois pour rendre visite à ma grand-mère, mais le voyage est très cher, très coûteux, hein, parce que on a quand même 11 heures de vol, donc ça se paye tout ça. Et je n'y suis pas allée plus que ça, mais la deuxième fois j'ai acheté un terrain. Et je me suis dit, ce terrain, j'ai fait construire une petite maison, mais vraiment très modeste, hein. C'est une maison qui est dans les termes, elle est tout en bois. C'est pas une case, mais c'est une case améliorée, on va dire. C'est un truc assez typique qui est plus pour maman quand elle y va, parce que ma mère elle y va plus souvent que moi. Donc le soubassement est en ciment et le reste, le toit est en falafel, c'est-à-dire en toit comme des toits de chaume, vous voyez. Donc la maison est en ciment avec un toit de chaume. Bon, pour l'instant, elle est très modeste. Il y a pas tout ce qu'il faut comme confort, mais bon, c'est juste le temps que je prévois de m'installer. Alors mon projet, ce serait comme vous savez, j'ai cette fibre pédagogique en moi. Moi, ce que j'aimerais, c'est aider les enfants, créer une école ou faire quelque chose à ma retraite. Voilà, je vois ma retraite comme ça, c'est-à-dire une retraite plutôt associative. Où j'enseignerai, où je donnerai de mon temps pour les locaux, voilà, quelque chose comme ça. Magnifique projet à horizon de 10 ans, Oui. si j'ai bien suivi. Oui, horizon de 10 ans. Voilà, je me vois, alors mon rêve, ce serait de marcher sur le bord de la plage, voilà. Voilà, et puis être en contact avec la nature aussi, parce que Madagascar est une île, c'est le paradis, on dit que c'est le paradis des botanistes, parce qu'à Madagascar, il y a énormément d'espèces végétales qui ne se trouvent plus en Afrique. Madagascar, c'est un morceau de l'Afrique du Sud, vous voyez, qui s'est détaché et qui reliait le continent indonésien. Donc, il y a à la fois des espèces végétales et animales d'Indonésie et d'Afrique. D'accord, voilà. oui, oui. Donc, il y a ce mélange à Madagascar de l'Afrique et l'Asie, que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de noirs aux yeux bridés. Et puis, on a un métissage, un brassage ethnique important, parce qu'il y a au moins, je crois, 13 ethnies différentes. Vous avez des gens du Sud qui sont très, très africains, qui ressemblent à des Zoulous. Et puis vous avez des gens au nord qui sont plus métissés parce que le port de Diego Suarez a été sous l'empire portugais à un moment donné, a été découvert par des Portugais. Enfin, il y a eu énormément de brassage sur l'île, ce qui fait que c'est une population très colorée, très différente. Et
Voilà, et ça fait 1,5 fois la superficie de la Oui, France. je sais que c'est très grand. Ouais. On a du mal à penser qu'une île soit plus grande qu'un pays, mais Madagascar, c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis, je vais pas m'y ennuyer, vous voyez. Ah non, bah non, ça. Je vivrai pas sur une île, voilà, j'irai pas en Martinique, par exemple. Alors que j'ai connu la Martinique, hein. Mais t'as vite fait le tour, quoi. Moi, il me faut de la surface. Voilà. Bon, mais c'est un super projet. Oui, ouais. Sous les Oui, non, cocotiers, oui, ça va voilà. te changer du Luxembourg. Bah oui, ah oui, oui, largement, hein. J'ai un ami au Luxembourg, hein, que je profite pour saluer. Et j'ai eu la chance d'aller le voir une fois. C'était la belle saison, donc voilà, tout allait bien, tout était vert, il faisait beau, il faisait chaud. Mais il m'a expliqué qu'en effet, les hivers étaient parfois un petit peu longs. Oui. Tu nous as dit aussi que tu développais une activité de coach en relooking. Alors, comment tu en es venu à avoir l'idée de cette activité? Parce que je sais pas, j'ai eu une inspiration d'un seul coup. Je vous assure, je ne sais pas comment il se fait que. Une fulgurance? Ouais, d'un seul coup. En fait, j'ai eu une collègue qui est qui a annoncé sa démission au sein de ma compagnie actuelle. Et je me suis dit, c'est dommage, cette fille, elle est vraiment mignonne. Je dis, mais excusez-moi du terme, elle a du mal à se mettre en valeur, en fait. C'est quelqu'un qui ne se met pas bien en valeur. Et elle va prendre un poste de manager. Mm. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bah tiens, moi qui suis quelqu'un qui suis connu, parce qu'elle elle arrêtait pas de me dire, tu sais, tu t'habilles bien, tu présentes bien, machin. Et c'est vrai que j'ai un goût pour la mode très prononcé. Ouais. Et puis un goût pour la posture, etc. Je fais attention maintenant. C'est Mm. peut-être le privilège de l'âge, mais je fais attention aux mots que je dis. J'ai une posture qui fait que voilà, je suis sociable, mais j'inspire le respect. Et donc cette personne qui a une quarantaine d'années me dit, oh là là, j'aime bien ton attitude, ta posture, voilà. Elle avait des yeux qui brillaient elle avait les yeux quand elle parlait de moi, je me suis dit mince, ça m'interpelle quand même. Ah Pourquoi oui, elle me dit ouais. ça? Et du coup, je sais pas, il y a une association d'idées qui s'est faite et je me suis dit, bah tiens, je vais l'aider à avoir, non pas être moi, mais je vais l'aider à changer son image ou améliorer son image, parce qu'en fait, elle a un déficit d'estime d'elle. D'accord. Et je me reconnais là-dedans parce que j'ai eu ce déficit d'estime de soi, qui est différent de la confiance en soi. Hein. L'estime de soi, c'est autre chose. Et donc, je me suis dit, je vais lui proposer de la coacher et je vais voir ce que ça va donner. Alors en un week-end, j'avais conçu mon programme. Test de personnalité, test de colorimétrie, Ouais. méthode pour effectuer son shopping, etc. Méthode aussi de classement, des vêtements de tri, etc. Et je lui ai proposé un montant. Et à ma grande surprise, elle a dit oui. Donc ça va se réaliser là. Voilà, Ah, c'est la c'est semaine super. prochaine. Ah, ouais, ouais. Voilà. Ah, bah, c'est une belle Je me expérience. lance là-dedans, c'est un nouveau challenge, Je sais pas si ça va durer. C'est un début, je commence et puis voilà. Puis j'ai d'autres idées encore pour pouvoir me développer. Comme quoi? Je suis très douée en massage, donc Ah, il est fort probable que je me lance un jour là-dedans. d'accord. Parce que vraiment de la vie de tout le monde, là, je suis en vacances avec la famille, j'ai massé tout le monde et ils m'ont dit oh là là mais t'es doué, t'es doué, t'es doué. Je dis donc et on m'a déjà dit mais t'as jamais pensé? Je dis bah je ne sais pas, je dois dire que non, je ne sais pas. Bon, mais tu Bon. es pleine de ressources, hein. Ça, c'est formidable. Ah oui. Bah, écoute Hélène, moi je te remercie pour tout ce témoignage et tout ce que tu nous as apporté, en espérant que tu inspireras d'autres personnes hein, à avoir des objectifs, à se donner les moyens de les concrétiser. J'insiste sur le côté éducation financière que je n'ai pas eu. Hein, Oui. d'accord. Donc je vous dis, hein, si j'ai encore des choses à dire à ce sujet, c'est pas d'éducation de la part des parents parce que j'avais un milieu qui était pas propice à ça. En plus, j'avais un père très dépensier. Voilà. Et une mère très dépensière aussi. Donc du coup, j'avais pas de modèle. Hein. Et j'ai pris conscience que moi, il fallait que je travaille sur moi. J'ai tenté de coopter ma fille, mais elle veut pas. Elle n'a pas voulu. Parce que je lui ai pas non plus donné j'ai pas donné l'exemple, hein, mis à part avec le coaching. Tu le fais peut-être aujourd'hui. Je le fais maintenant, mais elle préfère elle préfère apprendre par elle-même. Donc bon, elle prend, c'est sa vie, hein, c'est sa vie.
Donc j'ai ça, c'est le côté éducation financière, et je me dis que c'est dommage que cette éducation financière, et ça c'est un message que j'aimerais envoyer à l'univers, je me dis que c'est dommage qu'on ne l'apprenne pas à l'école. Ah, c'est ce que j'allais te dire. Tant que c'est pas Alors, à l'école, il faudra l'apprendre l'école, autrement. Hein. Ouais. ouais, voilà, c'est vraiment dommage, mais je pense qu'on a une volonté gouvernementale, hein, une volonté étatique de ne pas apprendre aux gens à savoir bien gérer leur argent, parce que tout le monde accéderait à la richesse. Oh mon Dieu, ça, ce n'est pas possible. Donc, du coup, il faut que les gens restent comme ils sont et qu'ils soient un peu passifs avec leur argent et non pas actifs avec leur argent. Il y a quelque chose au-dessus de nous qui fait que on ne nous apprend pas à gérer l'argent comme une énergie. C'est parce que l'argent, c'est une énergie, hein, quelque Bien part. sûr. Donc, on nous apprend pas à gérer cette énergie. Et au contraire, tout est fait pour que, déjà, vous voyez, on n'expose pas combien on gagne, on cache, on Tout à cache. fait. Et puis, on a une éducation en France qu'il n'y a pas au Luxembourg. Hein. Là, je vais vous faire un parallèle avec le changement de culture. En France, on a une éducation où la richesse est suspecte. Oui, c'est vrai. On me dit toujours, oh là là, mais s'il a réussi, c'est que il a dû faire quelque chose de pas très clair. Hein, voilà, on a cette suspicion vis-à-vis de la richesse qui n'existe pas quand on est au Luxembourg, parce que le train de vie est différent, certes, mais les clientèles du Luxembourg est différente aussi, et la clientèle du Luxembourg, qui est une clientèle fortunée, elle apporte énormément. Alors, le gap que m'a permis aussi de voir, le coaching budgétaire, c'est que ce qu'on me disait quand j'étais petite, capital égale salle, donc capital n'est pas sale, Ouais, d'accord? ouais. Le capital, ça peut te procurer du bien-être, d'accord? C'est comment on utilise son capital qui peut être détourné, dévoyé, etc. Mais si tu es bon dans ton cœur, pourquoi est-ce que tu Tu feras pas de l'utiliserais mauvaises choses mal? avec ton capital, bien Tu feras sûr. pas de mauvaises choses, d'accord? Donc ça, le coaching budgétaire me l'a appris. Et puis, le fait de venir travailler au Luxembourg, est-ce que vous imaginez, moi, petite fille de communiste, mon père se retournerait dans sa tombe C'est sûr. s'il savait que je sers des clients fortunés, hein, d'accord? Donc, j'ai appris en côtoyant justement cette clientèle de gens fortunés, que finalement, ce sont des gens qui ont ils entraînent autour d'eux une économie parallèle. D'accord. Ils ont des conseillers en gestion de patrimoine qu'ils rémunèrent. Ils ont des fiscalistes qu'ils rémunèrent. Ils ont des avocats qu'ils rémunèrent. Enfin, je veux dire, tout autour Tout un écosystème voilà, qui profite tout de leur un richesse. écosystème qui profite. Et donc, en vivant au Luxembourg, en ayant aussi ce côté frontalier, parce que désormais j'habite la France à la frontière. J'ai vécu au Luxembourg, mais maintenant je suis revenue en France où j'ai fait mon achat immobilier. Et ce côté où il y a une manne de Français qui traversent la France, enfin qui traversent la frontière pour venir travailler au Luxembourg. Je me dis que vous voyez, l'argent va à l'argent. Il y a quand même des gens modestes qui bénéficient de cette richesse-là. Vous voyez? Donc le capitalisme, il faut qu'on arrête de le voir comme une bête noire. Et ça, c'est mon changement Je de comprends. mindset que j'ai pu avoir grâce au coaching budgétaire, mais aussi au métier que j'exerce. Vous voyez? Donc cette vision de l'argent, elle est différente grâce à ça. Et puis le côté éducation financière, je trouve ça dommage qu'on n'éduque pas les enfants dès le plus jeune âge. Parce que ça, je me dis, en tant que parents, on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants C'est clair. et leur apprendre à épargner. Alors moi qui suis très versée dans tout ça, j'ai acheté des petits livres pour mes petits enfants sur comment épargner très tôt. Je leur envoie un petit peu d'argent et je leur dis alors qu'est-ce que vous avez fait de votre argent? Je leur pose des questions. Et ça n'est pas du tout tabou. Ouais. Oui, déjà, ils n'auront pas peur de l'argent, ils verront ça comme pouvant créer des opportunités, et donc c'est positif. J'ai une petite fille, l'aînée, qui elle garde son argent. Alors, c'est la trésorière. C'est l'écureuil. Elle garde. Voilà, c'est l'écureuil. Et j'ai mon petit-fils qui me ressemble comme de goutte d'eau, il est très solaire et tout. Alors lui, il claque. Voilà, lui, il dépense. Bon, voilà. Mais c'est marrant, hein. C'est marrant de voir ça, déjà Des tout relations petit, très hein. différentes, oui. Déjà une relation très différente. Et moi, si je pouvais dire un conseil à quelqu'un, ça serait ça, c'est éduquer vos enfants, donnez-leur, n'ayons pas peur de regarder l'argent, quoi. N'ayons pas peur de le regarder en face. Je retiens, et je pense que les auditeurs pourront aussi profiter de ton conseil.
Je te remercie beaucoup, Hélène, pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Au plaisir de rééchanger avec toi. Bien sûr, à bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes peut-être, comme Hélène, intéressé par un coaching budgétaire. Vous pouvez alors vous rendre sur le site www.plenit-finance.fr pour réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire. Si vous souhaitez sortir du cercle vicieux du découvert, réussir enfin à épargner régulièrement ou gérer vos finances en tant qu'indépendant, n'attendez plus. À très bientôt pour le prochain épisode.